Jeunes sorcières et apprentis sorciers, bonjour et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve donc aujourd'hui dans un cadre un peu particulier, tout simplement parce que je suis en vacances. Je profite voilà du temps et ce qui est marrant, c'est que je réponds du coup au tag de V Bataille qui également, elle, est en vacances. Donc bonjour à toi V et merci de m'avoir tagué. Donc je reprends ton exemple et je fais ça dans un cadre hyper naturel où je profite et où ça fait du bien. J'ai également été tagué par le Bosketkin, donc je vous remercie toutes les deux pour m'avoir tagué. Donc sur le tag, lequel, vous allez me dire, sur le Get to Know Your Witches en anglais, qui pourrait être traduit par connaître tes sorcières ou apprends à connaître tes sorcières. Donc un tag de 15 questions auxquelles il faut répondre de la manière la plus honnête possible afin de connaître un petit peu mieux la pratique magique ou de sorcellerie de chacun d'entre nous. Donc je vous invite, comme tout le monde, comme ça a déjà été le cas par rapport au Bosketkin et à V Bataille, de participer à ce tag même si vous n'êtes pas personnellement tagué. Je pense que n'importe qui peut y participer, donc n'hésitez pas à faire ça dans mes commentaires, dans les commentaires de V, dans les commentaires du Bosketkin, voilà, ou même sur Instagram. D'ailleurs, je profite de vous remettre le lien ici. N'hésitez pas à me suivre là-bas. J'y suis hyper actif et je réponds très souvent en fait à vos demandes, à vos questions, et c'est vraiment un moyen pour moi d'échanger avec vous et que vous puissiez échanger avec moi. Nous allons donc répondre à 15 questions de manière très brève parce que j'ai vraiment envie que cette vidéo soit très courte. Donc je vais reprendre exactement la traduction de V Bataille parce que elle les a très bien traduites, c'est très clair et très précis. Donc c'est parti. Question numéro 1. Est-ce que ton signe astrologique solaire est un parfait reflet de ta personnalité et sinon, auquel de tes signes astrologiques planétaires t'identifies-tu le plus et pourquoi? Alors, si vous ne le savez toujours pas, je suis Balance en signe solaire, je suis ascendant Capricorne et je suis Verseau en signe lunaire. Mais j'ai appris que récemment que j'étais ascendant Capricorne. J'ai toujours cru que j'étais ascendant Sagittaire jusqu'à il n'y a pas très longtemps parce que j'étais pas sûr exactement de l'heure précise de ma naissance. J'ai toujours cru que j'étais né autour de 13 h alors que c'était 14h40 et on sait très bien que même 10 minutes, ça change tout. Et ce qui n'était pas étonnant parce que ascendant Sagittaire, un signe de feu, je trouvais que ça me correspondait absolument pas, je me sens absolument pas feu, sachant que j'ai le Verseau et la Balance en principal, ça je l'ai toujours su. Je suis signe d'air, ça c'est sûr et certain, je le ressens, je le perçois à l'intérieur de moi, ça je le sais. Mes signes de feu c'était catégorique, je savais que j'étais pas un signe de feu. Donc le fait d'apprendre que j'étais Capricorne, ça a été à la fois un choc mais aussi un soulagement parce que je me sens beaucoup plus terre et au final en apprenant un petit peu plus à connaître le Capricorne, c'est flagrant à quel point ça me correspond parfaitement. Ce qui fait que j'ai l'impression que je suis, on va dire à 50% Balance, non peut-être pas 50, je dirais 40% Balance, 40% Capricorne, et du coup il reste combien de pourcentage? 20%, 20% Verseau. Alors je m'explique. Par rapport à la Balance, on dit que c'est une grande romantique, que c'est une amoureuse de l'amour. Et c'est carrément moi. Je suis quelqu'un d'hyper passionné, quand j'aime c'est à fond, quand j'aime pas c'est aussi à fond. C'est-à-dire que quand j'ai une déception sur le plan passionnel, c'est généralement définitif et ça fait très mal. On dit que la Balance aussi est très perfectionniste et ça c'est carrément moi. Je vais vraiment chercher le détail le plus possible. Je cherche tout le temps à bien faire, je cherche tout le temps à ce que tout soit beau, tout soit esthétique, tout soit symétrique, même si je suis pas fan à 100% de la symétrie, mais que tout soit beau, soit parfait, quitte à prendre tout mon temps et à perdre énormément de temps sur les détails. Voilà, je suis hyper perfectionniste, donc c'est à la fois une qualité parce que ça me permet vraiment de tirer le meilleur de moi-même, mais en même temps c'est un défaut parce que c'est une perte de temps énorme et c'est aussi énormément de tracas, c'est-à-dire que je me bouffe généralement à chercher à faire parfait et quand ça ne l'est pas, ça m'angoisse. Bref, donc le perfectionnisme de la Balance, c'est tout à fait moi. Après, la Balance ne sait pas faire de choix, ou en tout cas est très indécise. Alors moi, oui, généralement quand on me pose une question, je réponds « je sais pas ». Parce que j'ai du mal en fait à me situer, j'arrive pas à faire de choix précis et définitif tout de suite. Après je le fais par la suite, après un long moment de réflexion, en pesant justement le pour et le contre. Mais voilà, pour certaines décisions
compliqué à prendre, je mets beaucoup de temps. Ensuite, bien entendu, la balance est attirée par tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est poétique. On prend un exemple concret, les jeux vidéo. Je vais beaucoup plus apprécier un jeu où il y aura de longues balades avec des paysages magnifiques et des musiques qui nous entraînent et qui correspondent à l'ambiance, plutôt que vraiment que des jeux où c'est purement de l'action. Là où c'est vraiment purement ludique, où il faut juste en fait s'amuser pour passer du temps, c'est pas mon truc. Moi, il faut vraiment qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait voilà, une magie, une poésie dans ce que je fais, dans ce que je lis, dans ce que je regarde aussi, donc les séries, les films. Je vais plus m'intéresser à des films avec de jolis paysages, avec une photographie magnifique, avec une belle histoire, pas mal de romance aussi, hein, parce que la balance est très romantique, hein, je le rappelle. Voilà, vraiment une beauté, mais pas une beauté superficielle, vraiment une beauté plus profonde en fait. C'est-à-dire que oui, certes, il y a l'esthétique, mais aussi il y a la profondeur qui va derrière tout ça. Ensuite, bien entendu, la balance, c'est lié à la justice et je suis un fervent défenseur des causes indéfendables. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des personnes, des minorités, des personnes qui souffrent de discrimination, etc., je vais toujours me mettre de leur côté et essayer de défendre au maximum les causes. Donc vraiment un désir de justice aussi. Je déteste les injustices. J'aime pas quand je suis face à une injustice ou quand quelqu'un que j'apprécie est face à une injustice. Donc à ce moment-là, c'est là où je tire en fait toute ma force et où j'ouvre ma bouche, ce qui est rare. Mais c'est vraiment quand je me sens en danger par rapport à une injustice ou que je sens quelqu'un de mon entourage en danger par rapport à une injustice, c'est là que je me manifeste au mieux. Énorme mouche. Ensuite, on va parler brièvement du Verseau qui correspond à toute ma partie imaginaire, bulle créative, la tête dans la lune en fait, vraiment dans sa sphère, dans sa tête, dans sa psyché. Donc c'est un peu mon côté névrosé, mais aussi mon côté très imaginatif, très créatif. Donc souvent en fait, par rapport aux aspects du Verseau, je vais souvent imaginer ma vie, ou je vais me faire des films. Donc après, il y a le mauvais côté, hein, se faire des films, c'est le fait de surimaginer une situation, donc d'imaginer les probabilités négatives et donc du coup ne pas y aller, ne pas faire la chose parce qu'on va se dire que si je fais ci, si je fais ça, du coup un tel il va réagir comme ci, ça va se passer comme ça, etc. Donc en fait on se fait tout un film dans sa tête et ça nous bloque. Donc ça c'est un peu les aspects négatifs du Verseau, mais dans les aspects positifs, ça me permet d'imaginer des trucs magnifiques, de tout simplement imaginer des projets qui sont ensuite heureusement réalisés avec mon signe de terre, le Capricorne, parce que le Capricorne c'est le signe du travail. Donc on y arrive justement à mon ascendant Capricorne. Dans tous les aspects positifs, c'est vraiment cette détermination et ce travail, cet acharnement en fait, cette endurance de pouvoir tirer de soi toute la force nécessaire pour justement mettre en place, concrétiser des projets. Donc j'ai mes signes d'air qui sont là et qui me permettent vraiment d'aimer, d'être passionné avec la balance, d'imaginer et de rêver avec le Verseau et de concrétiser avec le Capricorne. Dans les autres bons aspects du Capricorne, et peut-être que tout le monde ne trouvera pas forcément du bon dans ces aspects-là, mais c'est tout le côté sombre du Capricorne que j'aime énormément. Tout l'aspect ombre, travail de l'ombre, magie, sorcellerie, tout ce qui va être lié, tout ce qui est ténèbres, parce que le Capricorne c'est un signe qui dans les mauvais aspects est assez dépressif, est assez angoissé, est assez négatif, est assez, comment on va dire, pessimiste. Donc oui, tout ça, ça me correspond aussi à certains moments, c'est-à-dire que j'ai un peu comme deux personnalités, une personnalité extrêmement solaire et une autre personnalité extrêmement lunaire, où je vais pas mal broyer du noir. Ça m'arrive de temps en temps, donc ça c'est plutôt dans les aspects négatifs du Capricorne, mais dans les aspects positifs c'est vraiment toute cette découverte et cette exploration de l'ombre qui est vachement intéressante. Ça me permet du coup de développer mon intuition et ça c'est vraiment un très bon point. Et puis bien sûr ce qui caractérise le plus le Capricorne, c'est cette notion d'auto-dévalorisation. C'est-à-dire qu'on va prendre l'imagerie du Capricorne, donc il est à moitié bouc ou chamois et à moitié poisson ou sirène, hein, on le prend un peu comme on veut, ce qui fait que le chamois ou le bouc va essayer de gravir en fait toutes les hauteurs, va essayer de monter la montagne, donc atteindre les sommets. Donc c'est quelqu'un, c'est un signe qui est très ambitieux, qui vraiment vise, les plus hauts sommets. Et en même temps, il a sa partie poisson, sirène, qui va chercher à l'attirer vers les bas-fonds, vers les profondeurs abyssales des océans. Donc en fait, il va un peu faire effet élastique, où il va vraiment chercher à monter et en même temps à se descendre lui-même. Donc il va essayer de creuser les profondeurs et sonder les profondeurs de son âme, et en même
même temps essayer d'atteindre des sommets presque inatteignables. Donc c'est un signe très idéaliste, mais qui généralement, une fois arrivé presque à la ligne d'arrivée, en fait arrivé presque au sommet, va naturellement en fait se tirer vers le bas. Donc s'auto-dévaloriser, se dire en fait non, t'en es pas capable, arrête tout. Donc ça c'est vraiment dans l'aspect négatif, mais le côté ambitieux, c'est un peu voilà, c'est un peu à double tranchant, c'est un peu à double sens, mais c'est une grosse partie de ma personnalité à moi. C'est-à-dire que je vais vraiment avoir de gros idéaux, de gros objectifs. Je vais tout mettre en œuvre, donc vraiment travailler d'arrache-pied pour y arriver, mais arriver généralement au bout. Parfois j'atteins la ligne, parfois je ne l'atteins pas parce que moi-même je me rabaisse et je m'enfonce en pensant que j'en suis tout simplement pas capable et que je ne le mérite pas. Voilà, bon c'est triste, mais c'est comme ça, et puis on fait avec et on essaie de travailler dessus, hein. Ça fait partie aussi de l'astrologie, hein. C'est connaître ses qualités et ses défauts et essayer de travailler avec tout ça. Donc ensuite, hein, je le rappelle, on va faire bref, on arrive à la deuxième question. Quelle chanson ou musique particulière alimente le plus tes énergies magiques? Eh ben, je dirais tout type de musique un petit peu fantastique, souvent tout ce qui va être BO ou musique d'ambiance de films, type Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Narnia, Pirates des Caraïbes, Game of Thrones, et puis aussi bien sûr hein, les Disney, bonjour à toi V. Mais également par rapport à mes origines, tout ce qui va être musique celtique, médiévale, et aussi beaucoup de musique de jeux vidéo, World of Warcraft, Diablo, Dragon Age, etc. Enfin, et j'en passe, il y en a tellement, je ne saurais même pas tous les énumérer là tout de suite. Mais en tout cas, voilà, tout ce type de musique-là, plus ou moins calme, hein, j'aime bien aussi quand ça bouge, ça m'émoustille, ça m'inspire, et ça permet en tout cas de travailler avec mes émotions, parce que ça me remue complètement et ça me... Ouais. Troisième question, lequel de tes guides spirituels, tes divinités ou tes ancêtres est le plus sarcastique avec toi? Et si tu ne travailles pas avec ce genre d'entité, lequel de tes tarots ou oracles l'est? Alors, j'ai un panthéon qui n'est pas extrêmement vaste, qui se compose, on va dire, de moins de 10 dieux et déesses pour le moment. Et je dirais que le plus sarcastique de tous, et ça fait partie en plus de ses caractéristiques, c'est Hermès Mercure, parce que il a tendance, ces derniers temps en plus, à jouer avec moi par rapport à la technologie, où il me met en fait sur les nerfs, où il va faire en sorte que plus rien ne fonctionne. Mon PC a de gros problèmes, j'ai des problèmes de son, j'ai des problèmes de tout et de rien, et quand je le demande, j'ai pas ce que je veux, et quand je le demande pas, généralement, tout fonctionne comme il faut. Voilà, donc il se joue un petit peu de moi. Après, sur d'autres aspects aussi, hein, par rapport à la divination, par rapport à énormément de choses, Hermès Mercure est l'une de mes divinités préférées. Hein, c'est pour ça même que j'ai fait tatouer son symbole sur mon bras. Mais il se joue aussi énormément de moi et ça m'agace. Mais je lui en veux pas. Voilà. Quatrième question, quelle est la plus grande erreur que tu aies faite dans ta pratique spirituelle? Alors des erreurs, je pense qu'on en fait tous, hein, ce qui est normal. De toute façon, on apprend de nos erreurs, c'est le but hein, de l'apprentissage, de l'initiation. Après, je pense que ma plus grande erreur, ça a été au départ de vouloir vraiment me fier et me caler à un système tout fait. Chose que j'ai appris à mes dépens par la suite que ce n'était justement, c'était pas ça, c'était tout l'inverse de la spiritualité. Et ça se rapprochait un petit peu plus de la religion. Alors je suis pas contre la religion, hein, bien entendu, mais ce que je reproche justement principalement à la religion, c'est d'avoir des règles beaucoup trop structurées et de ne vivre l'expérience... Enfin, en fait, ça nous fait vivre l'expérience d'autres personnes, des personnes qui ont créé justement ces règles-là. Et ça ne nous permet pas vraiment de ressentir à 100% notre propre expérience. Donc il faut, je pense, pouvoir se faire sa propre idée, expérimenter différents domaines, s'attribuer les choses, les refaire un petit peu à notre sauce pour pouvoir justement l'utiliser et de manière beaucoup plus puissante, parce que justement la magie réside dans ça, réside dans notre propre énergie qui est unique, dans notre propre façon de voir les choses. On a le droit hein, bien sûr hein, de se baser sur l'expérience des autres, ne serait-ce que pour les prendre comme exemple, mais il ne faut pas prendre au pied de la lettre
tout ce qu'on va lire, tout ce qu'on va apprendre des autres pratiques. Je pense qu'il faut vraiment se faire sa propre expérience. Et moi, au départ, j'ai vraiment voulu, sachant que je ne connaissais rien dans le domaine, voilà, suivre une espèce de cursus, suivre des dogmes, suivre des règles, des lois qui au final ne me correspondaient pas parce que je faisais ça en me forçant. Et se forcer, c'est vraiment pas bon dans ce genre de cas. Il faut vraiment ressentir, avoir l'intuition, l'instinct de faire ce qu'on fait et surtout savoir pourquoi on le fait. Donc voilà, maintenant c'est différent. J'apprends plus instinctivement, plus intuitivement. Je me laisse aller à ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et je me force absolument plus. 5e question. Écrirais-tu un livre sur ta pratique? Si oui, quel sujet traverserais-tu en premier? Et de plus, quel serait le titre de ce livre? Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo FAQ, que je vous mets ici si vous voulez, sur la question souhaiterais-tu écrire un livre? Alors oui, j'aimerais écrire un livre, mais absolument pas sur ma pratique. J'aimerais plus écrire un livre sur ma vision des choses par rapport à l'existence humaine, par rapport à l'évolution de l'humanité, par rapport à la vie, la mort, vraiment une espèce de vision un peu spirituelle et ésotérique de tout cet univers-là, ou alors un livre de guide sur le tarot avec ma propre vision et mon propre ressenti par rapport à chacune des cartes. Mais un livre sur ma pratique, non, parce que comme je le disais dans la question précédente, on a chacun notre pratique et il faut surtout pas se baser sur la pratique de quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça qu'on avance, qu'on évolue et qu'on devient autonome. Et loin de moi l'idée de vouloir imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc voilà, plus un livre philosophique, psychologique ou uniquement tarologique, mais pas du tout pratique magique. Question numéro 6. Si tu étais toi-même une entité ou une divinité quelconque et qu'un ou une pratiquante voulait t'invoquer dans son... t'invoquer dans son cercle de pratique, quelle correspondance et intention devrait-il ou elle utiliser? Alors, je pense que si j'étais une divinité, je serais clairement quelque chose lié à la nature, comme on peut le voir là. Je me manifesterais sous forme animale pour observer les humains. Ce serait trop cool. Et pour m'invoquer dans son cercle, je pense qu'il faudrait tout simplement que ça se fasse d'extérieur. Si possible de nuit, au clair de lune, un soir de pleine lune. Ça serait génial. Ouais, juste fermer les yeux et écouter, je pense, écouter la nature. Écouter le bruit des insectes nocturnes, le bruit du vent dans les feuilles, ressentir la lumière douce de la lune et puis j'apparaîtrai comme ça, pouf. Mais pas sous forme humaine, non, vraiment sous forme animale. Soit un cerf ou un corbeau, hein, bien entendu. Bon, après un corbeau de nuit, c'est un peu moins fréquent. Ouais, peut-être un cerf blanc. Bref, question numéro 7. Si tu étais un fantôme, quelle personne, lieu ou objet entrais-tu? Alors, ce serait tellement kiffant, même si j'ai pas du tout en fait cette notion d'esprit et de fantôme. Moi je crois vraiment à la réincarnation et j'estime qu'on ne peut pas rester bloqué dans le monde physique, qu'on va forcément se réincarner en quelque chose soit de plus évolué en fonction de nos bons... en fonction de nos bonnes actions, de notre karma positif, on se réincarnera en quelque chose de plus évolué. Et si notre karma est un peu moins nuancé ou beaucoup plus négatif, on se réincarnera en peut-être quelque chose de plus inférieur sur le plan évolutif, hein, bien sûr. Hein, je ne place pas de degré d'infériorité ou de supériorité par rapport aux animaux ou aux plantes, mais c'est juste que je pense qu'on régresse si on fait de mauvaises actions et qu'on progresse si on en fait de bonnes. Donc du coup, le système de fantômes, c'est un peu... moi ça me plaît parce que j'adore cet univers-là, hein. C'est vraiment un univers que j'adore. Toutes les maisons hantées, les films d'horreur avec des fantômes, c'est mes films d'horreur préférés, mais j'y crois pas plus que ça. Néanmoins, si j'étais effectivement un fantôme, partant du principe que ça existe, je pense que j'entrais carrément une maison hantée, mais vraiment un vieux manoir, un peu à la Disneyland, hein. Un vieux truc, je sais pas, des années victoriennes ou même antérieures, très lugubre, très sale, avec beaucoup de poussière et de toiles d'araignée, encore tout meublé, hein, parce que c'est plus chouette comme ça. Ou alors, j'entrais des personnes qui m'auront embêté dans ma vie.
juste pour rire. Ou en tout cas, je pense que en tant que fantôme, si jamais les personnes que j'aime le plus au monde sont encore en vie, je pense que je serai un gentil fantôme et que je ferai des apparitions furtives de temps en temps pour montrer que je suis toujours là et que je veille au grain. Question numéro 8. Quelle est la réaction la plus étrange ou absurde qu'une personne t'a offerte lorsqu'il ou elle a appris que tu étais un ou une sorcière ou tout autre genre de pratiquant qui se situe dans le large spectre du développement spirituel? Alors, des réactions choquantes, j'en ai pas eu. Après, c'est pas non plus quelque chose que je dis à tout le monde. Ce que les gens savent de moi, c'est que je suis quelqu'un, enfin un garçon assez farfelu, assez spirituel, chose qui n'était pas vraiment le cas il n'y a pas si longtemps que ça en fait, parce que j'ai toujours été très chelou, mais je ne m'associais en fait à aucune pratique spirituelle quelconque. Je me considérais tout sauf comme religieux, et la spiritualité, j'avais ma propre vision de la destinée, de la magie, etc. Mais je m'y étais jamais vraiment concentré, à part récemment, donc ça fait à peu près 2 ans et demi à peu près maintenant. Et quand j'en parle autour de moi, par exemple, quand je dis que je tire les cartes, les réactions elles sont assez théâtrale, genre en mode oh, ah bon, est-ce que tu sais lire l'avenir? Enfin, tout de suite après les gens ils vont se baser sur les superstitions, sur les ceci, sur les cela. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur, qui disent ah non, moi je touche pas à ça, je veux pas que tu me tires les cartes parce que c'est contre mes principes ou contre ma religion ou contre mes ceci, mes cela. Et après, quand je vais parler un peu plus longuement avec eux et que je vais leur expliquer toute la dimension psychologique qu'a la cartomancie, en fait ma vision des choses sur la cartomancie, ça adoucit tout de suite les mœurs, les gens vont s'y intéresser un peu plus et c'est cette réaction-là justement que je cherche, c'est cet intérêt, cette curiosité qui va venir après la superstition et la peur. Donc au début, on a généralement une réaction assez violente, mais pas forcément choquante. Ils vont pas me jeter des pierres parce que je dis que je pratique une certaine spiritualité particulière, non. Mais au début, il y a beaucoup d'a priori, et puis après, au final, à force de discuter, ça s'adoucit, il y a de la curiosité, il y a de l'envie, et ça se finit généralement par un tirage ou par une vraie discussion sérieuse et profonde sur le sujet, et c'est vraiment ça que j'adore, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de le partager sur les réseaux sociaux avec d'autres gens qui pratiquent, mais aussi le faire découvrir à des personnes qui ne pratiquent pas et qui n'y connaissent rien. C'est vraiment mon but ultime. Voilà, de faire découvrir cette sphère-là et montrer tous les aspects positifs que ça peut avoir sur la psychologie, sur le développement en fait humain. Et puis même sur le côté social aussi, parce que c'est cool de pouvoir échanger là-dessus. Alors ensuite, question numéro 9. As-tu une, plusieurs ou aucune superstition? Si oui, laquelle ou lesquelles? Bah en fait, ouais, je suis un peu contre parce que je me bats contre les superstitions parce que, enfin, je me bats contre les superstitions parce que justement les superstitions c'est des croyances basées sur la peur, et je pense qu'en fait il faut justement se poser les bonnes questions et creuser le truc, pourquoi ça fait peur, pour justement casser ces superstitions là. Après oui, j'en ai, je pense que comme tout le monde j'ai du mal à passer sous certaines échelles, parce qu'au travail, je le rappelle, je travaille à la Maison du Monde et on est souvent amené à travailler avec des échelles. Et bêtement, je m'empêche de passer sous l'échelle. Après, tout ce qui va être 13, enfin le chiffre 13, je l'adore. C'est vraiment un de mes chiffres porte-bonheur. Les chats noirs, j'adore. J'aimerais bien en avoir un d'ailleurs. Après, c'est plus, je dirais, des petits rituels. Par exemple, avec les heures miroirs, il faut obligatoirement que je fasse un maximum de vœux. Après, ça fait vraiment partie de ma pratique à moi. Mais dans ma superstition personnelle, je me force à chaque fois à dire merci avant que la minute passe à la suivante. Donc avant qu'on passe à 11h12 ou à 22h23, il faut que j'ai dit merci, sinon je sais que tout ce que j'aurais dit pendant le temps où je l'aurais dit ne se réalisera pas. Question numéro 11. Si une personnalité connue ou un youtubeur ou un blogueur quelconque était était un ou une génie et qu'il ou elle pouvait t'offrir 3 de ses talents, qui choisirais-tu et quels seraient tes souhaits? Alors, je dirais que j'aimerais avoir les connaissances infinies sur la sphère ésotérique, occulte et surtout la cartomancie de Claire de la Lune, parce qu'elle a énormément de connaissances dans le domaine et elle a cette manière d'utiliser ces mots qui sont toujours très clairs, très doux, très bienveillants.
Donc voilà, je souhaiterais avoir cette source de savoir infini qu'elle possède. Ensuite, j'aimerais bien avoir le nombre d'abonnés de PewDiePie parce que ça me permettrait vraiment de toucher un nombre infini de possibilités, un nombre incroyable de gens. Mais bon, faut pas rêver. Et puis, bien entendu, j'aimerais obtenir l'ouverture d'esprit et l'imagination débordante et infinie de V-Bataille parce que elle a une manière de voir les choses et un regard sur la vie qui est juste incroyable et toujours les mots justes. Et puis cette lumière aussi bien sur le plan expressif que sur le plan intellectuel. Voilà. On enchaîne donc avec la 12e question, on arrive bientôt à la fin. Quel est l'objet le plus absurde qui se retrouve sur ton hôtel ou ton espace de travail spirituel? Le plus absurde? Ouais, non, franchement, je vois pas. Question numéro 13. Si tu pouvais devenir instantanément un ou une experte dans une pratique à caractère spirituel quelconque, laquelle serait-elle et pourquoi? Donc devenir comme ça instantanément un expert en quelque chose, je dirais expert en psychologie. Genre être vraiment un psychologue hyper calé qui aurait lu tous les écrits psychologiques possibles et imaginables pour pouvoir vraiment percer la psyché humaine et pouvoir l'associer à toute cette sphère développement personnel qu'est le tarot et tous les autres outils divinatoires. C'est-à-dire que je pourrais vraiment mettre ça en combiné et en complément pour développer ma pratique et pouvoir aider aussi un maximum de personnes, pouvoir voilà, guider tout simplement les gens qui en auraient le plus besoin. Ouais, je pense vraiment plus un expert en psycho, parce que moi, en fait ça me saoulerait de me plonger dans des écrits psychologiques actuellement, donc être tout de suite un expert instantanément, ce serait beaucoup plus simple, parce que apprendre à maîtriser le tarot, c'est vraiment un plaisir. Donc j'ai pas envie de devenir un expert tout de suite comme ça, j'ai vraiment envie de continuer à apprendre et à découvrir le symbolisme qui tourne autour du tarot et de la cartomancie et devenir à côté de ça instantanément un psychologue très talentueux. Question numéro 14. Quelle est ta vision sur la mort? Que crois-tu qu'il se passera avec ton âme après ton décès? Comme je l'expliquais un petit peu plus tôt, moi je vois la mort comme une porte vers autre chose. Pour moi, après la mort, il n'y a pas rien, parce que ce serait terriblement déprimant que ça s'arrête en fait et qu'on n'ait qu'une seule chance. Je pense que l'univers est bien assez vaste et bien assez grand et bien assez complexe pour que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain et qu'il n'y ait pas de réponse et qu'il n'y ait pas de suite en fait. Donc je pense qu'en fait, la ligne du temps est une ligne extrêmement longue et continue et que ça ne s'arrête jamais. Que le début est bien loin avant nous, qu'il y a eu des civilisations et des générations avant notre génération et civilisation actuelle, donc même bien avant les dinosaures, etc., qu'il y a eu des civilisations dans le passé qui ont évolué, qui ont réussi un peu à l'image des Pokémon, à devenir des méga-évolutions et ensuite à devenir de purs esprits. Et aujourd'hui, on a certaines brides de cette civilisation perdue ou de ces civilisations perdues qu'on considère aujourd'hui comme les différents dieux de notre panthéon, enfin de nos différents panthéons, ou alors les dieux uniques des différentes religions. Un peu comme une espèce de groupe d'êtres humains ou alors un groupe d'êtres humains qui ne serait devenu qu'une seule et même essence, une espèce d'énergie vitale, une seule grosse conscience, parce qu'ils ont réussi à devenir des esprits pur. Et c'est un peu notre but actuel, c'est-à-dire qu'on part de l'état cellulaire, végétal, puis animal, et ensuite on devient un peu plus humain, un peu plus développé, conscient, etc. Et qu'à chaque fois, en fait, l'homme évolue. L'homme d'aujourd'hui n'était pas le même homme qu'il y a des siècles et des milliers d'années, et que dans des siècles et des milliers d'années, on sera également des êtres plus évolués qu'aujourd'hui. À chaque fin de chacune de nos vies, étant donné qu'on a plusieurs vies, nos vies antérieures et nos vies futures, en fonction de nos actes, le karma tranche et nous permet de nous réincarner en une personne, ou en tout cas un être, une créature plus évoluée, ou alors régresser. Mais étant donné qu'on évolue
quand même assez bien. Je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'êtres humains sur la planète, parce que les plantes deviennent des animaux et les animaux deviennent des hommes, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de végétation sur la planète et de moins en moins d'animaux. Des espèces sont en voie de disparition parce que tout simplement l'évolution fait que ça devient des êtres humains et que les êtres humains par la suite sont amenés à devenir encore autre chose. Alors après, c'est pas juste hop, tu te réveilles, tu meurs, tu te réveilles et tu deviens tout de suite une méga évolution. Non, je pense que c'est hyper progressif, mais je pense que voilà, l'essence vitale évolue petit à petit, passe de la cellule à la plante, à l'animal, à l'être humain et ensuite à l'être supérieur, pour que la finalité, le but ultime, ce soit de devenir un esprit pur et de faire partie du cosmos. Mais ça, c'est hyper complexe, c'est vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous dans une vidéo particulière, parce que c'est vraiment une vision hyper floue, même dans ma propre tête. Donc voilà, pouvoir le développer et puis le partager avec vous et le développer aussi avec vous, ce serait hyper intéressant. On passe donc maintenant à la dernière question. Hein, enfin, alors en plus, excusez-moi si depuis tout à l'heure je regarde pas exactement l'objectif, c'est que là je tourne pas dans les conditions habituelles, donc je sais pas où regarder. En fait, je crois qu'il faut que je regarde là. Bref, la 15e question, où te vois-tu spirituellement parlant dans 5 ans? Eh bien, je dirais, j'aimerais bien voir ma chaîne YouTube évoluer, toucher vraiment un maximum de personnes, vraiment pouvoir réaliser un peu mes objectifs par rapport à ça, pouvoir le partager au maximum, pouvoir moi aussi évoluer, lire énormément de choses, en apprendre toujours plus parce que je pense qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Donc dans tous les cas, j'espère que dans 5 ans, je serai beaucoup plus évolué sur ce plan-là et que toute cette sphère sociale soit aussi plus développée, qu'on ait un petit peu plus avancé, qu'on ait répondu à certaines questions, peut-être pas toutes. Je pense que juste nous, à notre échelle actuelle, on n'est pas encore capable de répondre aux questions existentielles de l'univers, mais au moins j'espère que dans 5 ans, on sera déjà un peu plus soudés et puis un peu plus ouverts, hein, surtout. Voilà. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo tag Get to Know Your Witches pour répondre donc à V-Bataille et au bosquet de Kin. J'espère que mes réponses vous auront comblé, hein. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été assez laborieux parce qu'on n'est pas du tout dans les conditions habituelles. Je vais donc maintenant taguer 3 personnes qui me regardent et sur YouTube et sur Instagram. J'aimerais bien taguer Nemesis Wood sur Instagram, voilà, parce que je sais que tu as très certainement beaucoup de choses à dire. Donc je sais pas trop comment tu vas formuler tout ça. Bref, tu trouveras. J'aimerais aussi taguer Will Witch ou Gémeaux Sorcière, hein, Will Witch sur Insta, Gémeaux Sorcière sur YouTube, hein, c'est la même personne. Voilà, parce que tu as été tagué par le bosquet de Kin, mais je te retaille voilà, doublement via YouTube. Et puis finalement, je vais taguer Claire de la Lune. Ouais, soyons fous, je vais te notifier je pense sur Instagram, si tu me vois pas, bah c'est pas grave. Et puis bien sûr pour toutes les personnes qui ont envie de participer au tag, hein, comme j'ai déjà dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein, c'est le but, hein, on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie. Bien entendu, si le contenu te plaît et comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, mais également à laisser un pouce bleu et à faire sonner la cloche de notification que voici pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos. En tout cas, je vais profiter de la connexion internet que j'ai aujourd'hui ici parce qu'elle déboîte ici à la fibre, chose que je ne connais plus depuis plusieurs années. Donc je vais m'empresser de monter cette vidéo et vous la mettre tout de suite sur YouTube. Je vais aller bien sûr, non pas bûcher sur la suite, mais profiter de mes vacances, hein. Donc on se retrouve une prochaine fois. En attendant, portez-vous bien. Et puis moi je vous dis à plus.